Depuis 2011, je m'intéresse au droit local, mais également, pour s'intéresser au droit local, il faut le comprendre, donc il faut aller, il faut vous fouiller, il faut gratter l'histoire, etc., etc. Et ça m'a appris, j'ai dû me former en droit international, inévitablement, les relations franco-allemandes, droit international public, mais j'ai compris que ce n'était pas forcément du droit international public, c'était du droit international privé, etc., etc. Donc il faut, et je vais vous expliquer ça, et oui, vous faire comprendre effectivement pourquoi, à mon sens, les communes de Raon-sur-Plaine et Raon-les-Laux ont rencontré des difficultés rencontrent des difficultés. Rencontre encore et toujours. Vous allez vous reprendre. Des difficultés pour recouvrer leurs parcelles forestières ou être indemnisés suivant votre volonté. Mais pour moi, et je pense qu'avec M. le maire on est d'accord, ça touche à un univers très important et il faut comprendre pourquoi il y a des obstacles. Bon, maintenant, moi, je vous propose de faire un tour de table. Enfin. Pierre-Antoine, effectivement, un ancien maire honoraire, oui. L'entrée, un auteur aussi. Et initiateur du dossier en 1995. Voilà. Gérard Louis, Raon-sur-Plaine, adjoint au maire. Et récemment arrivé dans le village il y a 7 ans. Ayant des ancêtres ici de longue date. Kira Régis, deuxième adjoint de la commune de Raon-sur-Plaine. Chargé des forêts. D'accord, chargé des forêts. Madame. Gérard d'André, deuxième adjoint de Raon-les-Laux, ancien mari de la mère. Oui. Ma femme était mère, elle s'est occupée des forêts. D'accord. Et ça fait plus de 30 ans que je suis au conseil. Donc vous connaissez également parfaitement les parcelles, oui. Et c'est son épouse qui m'a confié le dossier en 2001. D'accord. J'étais adjoint, premier adjoint, elle était maire, et je lui ai démontré un peu l'intérêt qu'on avait à développer, à mener ce dossier, dans le but d'assurer l'avenir budgétaire de la commune. Oui. Et donc elle m'a confié ce dossier, et ça fait donc, depuis je travaille dessus. 25 ans, quoi. Elle a eu un gros problème de santé, je lui ai succédé, quand moi j'ai été en retraite, ça nous a permis de travailler ensemble, avec Antoine, puisqu'il était vraiment l'initiateur, il avait quand même la base du dossier. Donc moi je suis Éric Taverne, je suis correspondant local pour tout le secteur, donc c'est dans ce cadre-là que je suis ici, mais je suis aussi le premier adjoint de Badonviller. Le sujet m'intéresse énormément. Oui. Voilà. Donc, ben moi, Jean-Marie Vandel, je suis un nouvel habitant à Raon-les-Laux, et puis je suis forcément intéressé par tout ce qui se passe ici, et puis devant cette injustice par rapport aux forêts, quoi. J'ajoute potentiellement, peut-être, futur conseiller municipal, et connaissant très bien le député actuel de Lunéville, notre ami Thibault Bazin, qui est très brillant. J'ai vu son affiche. Il est très brillant. Thibault, moi je le connais depuis 25 ans. C'est un des meilleurs actuellement députés là-haut. D'après Cherpion, l'ancien député des Vosges, qui est en retraite maintenant, et qui me dit régulièrement, tu sais Thibault, celui-là il sait. Bon. Grâce à lui et à sa suppléante, qui est la cousine de à la nièce de M. Gérardin, on arrive à obtenir quelques subventions qui au départ nous sont refusées, et grâce aux politiques, comme j'avais dit tout à l'heure, elles se débloquent. Cherpion, que je cite à un moment dans mon étude. Grâce à M. Filzer, on s'est contacté, je suis allé le voir, et c'est là que j'ai découvert la complexité réelle de notre dossier. Je comprends maintenant pourquoi tous les grands élus que j'ai sollicités, Larcher, avec qui j'ai discuté une demi-heure à Nancy, au sénatorial dernière, Lisnard, président des maires de France, Leroy, président du Grand Est, qui est venu me voir ici au bout de 12 jours d'échange. Je comprends pourquoi le service juridique du Sénat, le service juridique des maires de France et nos 9 avocats ont un mal fou à avancer dans ce dossier. Comment moi j'ai contacté les avocats? Bon, Antoine, donc à l'époque, a fait des démarches pendant 5 ans auprès des élus locaux. Les maires prédécesseurs, depuis 1919,
avaient aussi contacté des élus locaux. Ils avaient d'ailleurs obtenu au coup par coup, quand le budget de Raon-l'Îlot était déficitaire, hein, une petite aide pour boucher le trou, mais c'était vraiment minime. Oui, je sais. Hein, j'ai ça dans mes archives. Hein. À ce titre, certes, en Alsace, on a prétendu encore assez récemment que la commune avait été indemnisée puisqu'elle avait eu des aides. Bon, alors je vous précise bien, c'était des aides de 1 ou 2 millions d'anciens francs, hein, et tous les 4 ou 5 ans, hein, pour boucler un budget parce qu'il était en rouge et qu'on n'a pas le droit dans une commune d'être en rouge. Bien sûr. Voilà. Alors, donc Antoine avait énormément travaillé avec les élus régionaux, ainsi que nos maires prédécesseurs, ceux dans l'Îlot aussi, hein, tous. Il y a eu d'ailleurs un maire bien avant moi, hein, qui était M. Wyss, qui était journaliste au Républicain Lorrain. Hein, et il avait remué pas mal les médias, ce monsieur. Sans résultat, bien sûr. Mais ça n'a jamais été en justice, notre dossier, il faut le savoir. Il y a eu, dans Vosges Matin encore, il y a un an et demi, hein, la commune, etc., a mis l'Alsace et l'État en justice, c'est faux. On n'avait aucune démarche en justice. Donc, j'ai recherché à qui je pouvais confier ce dossier. Et puis j'ai découvert qu'à Nancy, je suis ami avec Madame Falk, qui est la présidente des maires de Meurthe-et-Moselle. Je sais que ces gens-là avaient travaillé pour son association. Hein, et ils ont même remporté un procès contre la Caisse des dépôts et consignations. Ce qui est pas mal. C'est quand même une petite référence. Bon, c'est un cabinet de 9 avocats, 4 à Nancy, 4 à Paris et 1 à Lyon. Ça s'appelle CL Avocats. Ils ne travaillent que pour les collectivités locales. Donc, j'ai contacté. Bon, le patron le plus proche, c'est l'Octin à Nancy. J'ai donc contacté ce monsieur. Je lui ai expliqué notre problème. Et je lui ai dit, ce qu'on souhaiterait, c'est une consultation juridique. Donc, il y a eu consultation juridique de 22 pages. Elle est là. Il y avait une très bonne analyse. Je lui avais envoyé une clé USB avec 344 pages. J'en ai donné une au sénateur Husson de Nancy, qui est un ami, qui est le deuxième du Sénat, rapporteur du budget. J'en ai donné une à Thibault Bazin, au député de Lunéville. Il faut savoir que dans leur groupe, il y a un type très pointu, qui est à Paris. Hein, il a des titres sur un 21-27. Il s'appelle Sébastien Dartois. Et c'est l'interlocuteur permanent du Conseil d'État. Voilà. Donc, cette consultation juridique, je l'ai présentée à mon conseil. Raon-sur-Plaine l'a présentée à son conseil. Et avec mon collègue maire de Raon-sur-Plaine, on a dit, oui, pourquoi pas, hein, on va entamer une procédure. Enfin, on va donner suite. Bon, dans cette consultation juridique, l'affaire était décortiquée par étapes jusqu'à l'Europe. Il y a 7 ans, 8 ans, on avait déjà fait un beau feu de paille avec Antoine. Hein, on avait quand même eu Le Figaro, l'Express, TF1, Antenne 2, FR3, toutes les chaînes de télé, les journaux, le groupe EBRA. Donc, vous savez ce que c'est. Hein, c'est 9 journaux, c'est les mêmes. C'est manipulé par le Crédit Mutuel. Et là, j'ai vu le feu de paille, hein, où dans le groupe EBRA, on s'est amusé, dans certaines éditions, à prendre parti, bien sûr, pour les communes de Lorraine, et de l'autre, DNA, Alsace et compagnie. Alors, les titres, ils sont là, hein, c'est affreux. Hein. La hache de guerre est déterrée, la guerre de 70 continue, revient à l'ordre du jour. Nanani, nanana, on a été traîné plus bactère. Alors, il y a FR3 Alsace qui a débarqué, France Bleu et compagnie. On s'est retrouvé à la mairie de Grandfontaine avec Antoine. Il y avait 6-7 caméras devant la porte de la mairie. On a été voir notre collègue. On s'est un peu expliqué, mais gentiment. Il n'y a pas de problème avec Remy. Hein, il est de parfaite bonne foi, ce maire de Grandfontaine, puisque il y a un article qui est là d'ailleurs. Et ça a été renouvelé lors de notre dernière visite, il y a 2 mois, avant que je déclenche ce qui se passe aujourd'hui. J'ai voulu tenir M. Remy au courant. En disant, voilà notre stratégie. Ne craignez rien, hein, ce n'est pas contre vous, ce n'est pas contre l'Alsace que je me bats, c'est contre l'État.
C'est clair. C'est malheureux. Je me bats contre l'État et non pas contre l'Alsace. C'est l'État qui est à l'origine de notre problème. Traité de Versailles. On a évoqué ça ensemble. On devait nous restituer nos forêts. On ne nous les a pas restituées. Les raisons, on va l'évoquer peut-être après. Et j'ai donc vu remis, honnêtement, tant il y a 7-8 ans, avec Antoine, que ces derniers mois. Et j'avais bien sûr tous ses écrits et toutes ses interviews. Et il a écrit lui-même, nous bénéficions, hein, fort heureusement, dans une mesure de 25% de notre budget, hein, annuel, du bénéfice de ces forêts. Hein, mais, et il n'est pas question qu'on s'en prive, c'est clair, il y a eu des délibérations du conseil municipal de Grandfontaine, 100%, oui. Non, on garde les forêts. C'est normal. C'est normal, oui. Il faut avouer par ailleurs que ce sont des forêts, non pas communales, mais domaniales. Donc c'est géré par l'État. Donc la seule retombée sur Grandfontaine, c'est la TFNB. Hein, c'est la taxe foncière sur le non bâti. Voilà. Donc la stratégie, donc, dans l'analyse de nos avocats, hein, je ne voulais pas qu'on attaque l'Alsace. Je avais écouté il y a 7 ans, on en a pris plein la tête, hein, dans la presse et à la télé et compagnie. Je n'ai pas envie qu'on recommence. Moi, je n'ai rien contre l'Alsace. Au contraire, je suis très copain avec l'Alsace. J'ai été président des chantiers d'études médiévales de Strasbourg. J'ai bossé dans 7 châteaux forts en Alsace, j'ai dirigé des chantiers internationaux, etc. J'adore l'Alsace. Quand j'étais étudiant, j'allais tous les ans faire mes vendanges en Alsace. J'ai toujours eu des contacts excellents avec les Alsaciens, encore aujourd'hui. Et donc, il était hors de question dans mon esprit d'attaquer l'Alsace. Ils ont subi, ils n'ont pas réussi, comme nos 2 villages, à passer au travers. Hein, donc, ils sont restés allemands. Oui, oui. Ils ont subi ça, mais c'est pas de leur faute. Hein. Et la faute incombe entièrement à l'État français. Ah bah... Point. Il n'y a pratiquement que ça. Alors, donc, dans le schéma de nos avocats, il fallait à tout prix, si on voulait rentrer en procédure, puisqu'il y avait une fin de non-recevoir, hein, des courriers, j'en ai, hein, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, secrétariat du président de la République, il y a un classeur complet. Hein. Gérard Collomb, hein, celle-là, elle m'a particulièrement vexé. Hein, il nous a envoyé un 21-27, la demande que vous adressez à Monsieur le Président de la République. Bon, premièrement, hein, il faudrait revoir les divisions des départements et des régions. Bon, c'est très complexe, il faut aller en Conseil d'État au bout de 10 ans, bon, à l'époque. Bon, maintenant c'est la région Grand Est, ça ne tient plus. Deuxième chapitre, au cas où on ne restituerait pas le territoire, la forêt, le sol, les sapins. Vos prétentions d'indemnisation de 25 000 à 110 000 euros ne sont basées sur aucune étude solide. Alors, j'ai découvert ça, j'étais sur le cul, c'est le cas de le dire, parce que jamais je n'avais cité de chiffres depuis mes 22 ans, et j'ai toujours dit à tout le monde et partout, allez dans les comptes de Grandfontaine et regardez ce qui touche tous les ans. Hein, point. Donc cet argument ne tenait pas non plus. Et le troisième, compte tenu de l'ancienneté du dossier, les créances de l'État sont prescrites. Alors ça, nos avocats ne sont pas tout à fait d'accord. Voilà. Je rajoute juste, je vous en prie, oui. Bien souvent, effectivement, l'administration oui. avance des choses, oui. mais à vous de vous battre à ce moment-là pour prouver le contraire. Oui. On fait des affaires dans les affaires. Oui. Ça permet effectivement de créer quelque chose de gigantesque. Et quand vous êtes seul, et bien souvent on est seul, ou on n'est pas bien forcément entouré solidement, eh ben, ça vous met effectivement une affaire, une véritable pieuvre, ça part de tous les côtés, et vous vous êtes perdu, quoi. Oui. Il y a une volonté de créer des affaires dans les affaires. Alors les préfets, les sous-préfets, par la suite, hein, l'âge de Collomb doit être de 2017, 2018, par là, je me rappelle.
Bon, les préfets ensuite ont toujours dégagé en disant on vous a répondu. Hein. Vous avez eu la réponse du ministre, allez vous faire foutre. Quoi. Hein. Ça, ben, bien sûr, je ne l'ai jamais accepté. Hein. Au contraire, ça m'a encouragé à aller plus loin. Bon, grâce, et c'est là donc que j'ai eu ce problème que j'ai contacté ces avocats. Alors, il fallait réclamer le sol pour les avocats. On ne pouvait pas demander indemnisation sans être passé par cette étape. Il fallait qu'on nous refuse le sol. Ça passait donc par une demande d'enquête publique. Les préfets ont refusé l'enquête publique. Ils nous ont répondu hors délai, peut-être 3 semaines, 1 mois après. Nos avocats, bien sûr, étaient intervenus. Et c'est monté en Conseil d'État. Ils ont transmis. La préfète des Vosges, je l'avais interpellée physiquement, donc les yeux dans les yeux, elle était avec son secrétaire et avec la sous-préfète de Saint-Dié. Il y a eu un truc amusant, c'est que quand je lui ai expliqué la résistance des gens de Raon-les-Laux et du maire, hein, les habitants de Raon-les-Laux, ils creusaient des fossés toutes les nuits pour empêcher les chariots de descendre, hein, pour que les Allemands ne puissent pas sortir leur bois. Bon, le maire, ben, il était à fond contre l'emprise germanique. Il s'est retrouvé arrêté et emprisonné. Donc il y avait une résistance active et passive. Voilà. J'ai expliqué tout ça à Madame le maire, à Madame la préfète, et je lui dis, bah, vous voyez, ça a marché, hein, parce que grâce au colonel Loceda, hein, qui était donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, membre de la commission de délimitation de la frontière, qui s'est battu pour que nos villages redeviennent français, grâce à l'Oceda, grâce à la résistance de nos habitants, hein, on a obtenu la restitution de nos villages, privés de leur domaine forestier. Ça a été un vol manifeste, Bah oui, hein. Mais avec une acceptation de l'État français, quoi. Enfin, moi, je vais plus loin. C'est plus grave que ça, sur le plan historique, j'entends. Je vous explique pourquoi. En 1871, quand ça a été décidé, cette affaire d'annexion des forêts, l'État français avait 2 soucis stratégiques, ayant perdu la guerre. Le premier, c'était la gare d'Avricourt, oui, en Moselle. Il y avait une gare au bout d'une ligne de chemin de fer privée, stratégique. Les Français voulaient absolument la conserver, en limite du Reich. Et les Allemands, là, bien sûr, voulaient en prendre possession. Il y a eu transaction. Là, il y a des écrits là-dessus. Hein. Kurz, entre autres, en parle. oui, oui. Et l'État allemand a accepté de laisser la gare à la France et en a construit une 200 mètres plus loin. À la charge de la France. Elles y sont toujours, hein, les 2 gares. À la charge de la France. Meurthe-et-Moselle, maintenant, les En Allemagne, Pardon, enfin en territoire allemand, mais à la charge de la France. oui. Meurthe-et-Moselle. Oui, Moselle. Bon, deuxièmement, Il y en a 2, les avocats. deuxièmement, donc ça, il y a eu un accord là-dessus. Bon, la citadelle de Belfort avait résisté avec d'Enfer Rochereau, hein, et a été non prise par les Allemands, mais a eu l'ordre de se rendre quand ça a été décidé. Et l'Allemagne, donc, la citadelle restait française dans les accords, mais l'Allemagne était propriétaire de tous les terrains jusqu'au pied des murailles. Et le gouvernement français ne l'acceptait pas. Il ne voulait pas qu'il y ait des troupes allemandes en bas des murs, quoi. Donc, il y a eu une négociation. Et l'Allemagne a lâché un périmètre, pas énorme, hein, mais a lâché un périmètre autour de la citadelle de Belfort. Donc, 2 accords qui se seraient faits au détriment de l'accord sur la cession des forêts. Exactement. Ça, c'est la version Kurz. C'est la version, enfin, j'ai 3-4 historiens, hein, qui défendent cette version. C'est ce que j'ai également lu. Mais est-ce qu'il y aurait des écrits là-dessus? Alors là, j'ai chargé nos avocats, entre autres ceux de Paris, hein, d'essayer de faire des recherches à Vincennes et dans les archives nationales. Pour l'instant, j'ai rien. Je recherchais la mention de Kurz
sur le fait qu'il parle de cette transaction sur la gare d'Avricourt et sur la citadelle de Belfort. Bon, nos avocats étaient optimistes, ils m'ont dit, ah, en 2-3 ans, on devrait avoir une réponse. Je ne vous dis pas qu'elle vous sera favorable, mais on devrait avoir une réponse réelle et définitive de l'État. Il faut qu'on poursuive. On a mis le doigt dedans. Moi, personnellement, je ne reculerai jamais. Je l'ai dit à Larcher, je l'ai dit à Lisnard, je l'ai dit à Leroy, hein, ou alors je serai mort. Mais je ne calerai jamais sur ce dossier. J'ai un collègue, je rebondis un peu sur ce que vous dites, j'ai un collègue, Hugues, qui est juriste, qui a repris récemment des études également de juriste, parce qu'il s'intéresse particulièrement à tout l'univers alsacien, allemand, français, etc., et notamment en droit international. Alors il m'a fait une analyse, on est d'accord, on l'a fait ensemble. Je dirais, je l'ai faite de mon côté, il l'a faite de son côté, on l'a confronté, on est absolument d'accord. Et je vous transmettrai son analyse pour que vous la remettiez à votre équipe d'avocats. Concernant les procédures à intenter. Vous parliez auparavant du Conseil d'État. Ben non. Le guide de légistique de 2017, donc ce sont les recommandations éditées par le Conseil d'État et par le cabinet du Premier ministre, invite tous les fonctionnaires d'État à consulter l'Institut du droit local d'Alsace-Moselle en tant que de besoin. Donc ça veut dire que le Conseil d'État n'est pas compétent en droit local. Non, mais il est compétent sur les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. Mais pas en Alsace. Il ne connaît pas. Oui, on est d'accord. Le cabinet du Premier ministre ne connaît pas le droit local d'Alsace-Moselle. Il faut savoir que le droit local, depuis 100 ans, n'est plus enseigné en Alsace. Les magistrats ne connaissent pas le droit local. Lorsqu'ils ont un problème, ils consultent la petite association qui s'appelle Institut du droit local et qui prépare les dossiers, prépare les dossiers et les décisions de justice pour les refourguer aux magistrats. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Donc, ce n'est pas vraiment un dossier qui va être du ressort du Conseil d'État. On est vraiment dans un système tout à fait opaque. Il faut remonter à 1648, le traité de Westphalie, pour bien comprendre. Alors, si vous voulez, je commence un peu... J'écoute. Avec intérêt. Bon, alors, à la fin de la guerre, les traités de Westphalie, donc traité d'Osnabrück et de Münster, puis le traité de Nimègue, de Rastatt, et j'en oublie encore un, je ne sais plus lequel, il y a eu 5 traités, qui ont transféré progressivement l'Alsace à la France. Mais la souveraineté. Alors, dans notre esprit, quand un État est souverain sur un territoire, ben, il possède les pleins pouvoirs. Ben non. C'est-à-dire qu'il a laissé la supériorité territoriale à l'Autriche et puis à l'État germanique du Nord pour lever les impôts, rendre la justice, etc., etc. C'est un peu comme, je vais dire, en droit immobilier, vous avez l'usufruit et la nue propriété. Il y en a un qui est propriétaire, mais l'autre, il touche les fruits. C'est ce qui s'est passé. Là-dessus, à la fin en 1789, enfin à l'issue des traités de Westphalie, il y avait encore donc les seigneurs allemands en Alsace qui levaient les impôts
qui avaient des troupes de combat qui régissaient tout à fait ces territoires-là. Là-dessus, il y a la Révolution française. Et lors de la Révolution française, on décide en 1792 de confisquer les biens du clergé et de la noblesse. Et à ce moment-là, les Allemands l'ont comme ça, en Alsace. Ils sont en train, les révolutionnaires français sont en train de nous piller nos biens. Et ils vont se rebeller, et tous ces petits princes alsaciens vont se réfugier de l'autre côté du Rhin en se promettant de regagner leurs biens que les révolutionnaires français leur ont confisqués. Il faut comprendre quand même que ces seigneurs et ce clergé allemand qui était en place, donc en Alsace, Lorraine, a été indemnisé. Soi-disant généreusement, je n'ai pas les moyens de vérifier, mais effectivement, ils ont été indemnisés. Mais ça n'a pas suffi pour ces princes, ces petits princes allemands et ce clergé. Et l'idée a germé de récupérer les biens. Là-dessus, il y a eu des quiproquos, il y a eu des ententes, etc., etc. Et c'est le gouvernement français qui va déclarer la guerre à la Prusse en 1870. Mais constitutionnellement, ce n'est pas le gouvernement français qui a le droit de déclarer la guerre. C'est le chef d'État. C'est Napoléon III. Et dans les usages, si vous voulez, on déclare la guerre, mais on ne déclare pas un état de guerre. Ce n'est pas la même chose. Vous devez déclarer la guerre à votre adversaire sans aucune ambiguïté, et aux États annexes, à côté, les amis, etc., les autres États européens, vous déclarez un état de guerre. Tout ça pour dire, chers voisins, je suis en guerre aujourd'hui contre la Prusse, je suis en état de guerre, si vous aidez la Prusse, inévitablement, je vais vous considérer également comme ennemi. C'est pour prévenir un peu, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Mais le gouvernement français va déclarer un état de guerre à la Prusse, ce qui n'est pas légal. Là-dessus, la France se ramasse une veste, puisque dès août 1870, les Prussiens envahissent l'Alsace. Oui, une bataille, Wörth, etc. Exactement. Bazaine. Oui. Ils vont légiférer à leur façon, à partir d'août 1870, sans qu'ils aient la possibilité juridique de modifier les lois. Parce que lorsqu'on est un État occupant d'un territoire, il doit respecter les lois en vigueur en droit international. Vous n'avez pas le droit de modifier les lois, faire ce que vous voulez. Vous respectez... Je m'excuse, il y avait pas, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas de droit international. Si, puisque déjà en 1860, ah bon avec, dans le traité de Turin, oui. Il y avait effectivement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Oui. Et dans ce droit des peuples, on n'a pas le droit de modifier effectivement les us et coutumes en place. 1860. C'est une notion que j'avais pas. Donc on fait ce qu'on veut, les Prussiens font un peu ce qu'ils veulent et modifient les lois. Et dans leur tête, les parcelles forestières de Raon-l'Élo sont intéressantes. Bien sûr. Ils ont déjà l'idée dans la tête.
je crois que c'est le 3 septembre 1870, Napoléon III est fait prisonnier. Oui. Il se rend prisonnier. Il n'est pas capturé. Il se déplace, il dit, cher monsieur Bismarck, je vous donne mon épée. Il se constitue. Il se constitue prisonnier. Mais en étant prisonnier, il ne peut pas signer un traité de paix. C'est pas possible. Sinon, il y a vice du consentement. Et à ce moment-là, le 4 septembre, la République française est proclamée. Mais normalement, la République, le chef de l'État, la République, enfin, le nouveau chef du pouvoir exécutif, doit être élu au suffrage universel. Ben non, c'est les députés parisiens qui proclament la République comme ça, sans aucun vote ou quoi que ce soit. Là, ça ne me gêne pas parce que la situation est d'urgence, mais la situation ne sera jamais régularisée. Par après, il faudra attendre 1875 pour régulariser la chose. Ce qui fait que le chef de l'exécutif n'aura pas les capacités juridiques pour signer les préliminaires de paix, les cessions des territoires alsaciens et des communes de Raon-les-Laux et Raon-sur-Plaine. Ça n'a aucune valeur. L'armistice, la convention d'armistice également, n'a aucune valeur parce qu'elle est signée par des gens qui n'ont pas normalement la compétence, les capacités. C'est pas les plénipotentiaires. Exactement. Oui, ça c'est au musée, au mémorial de Schirmeck. Hein. J'ai été récemment. Les préliminaires de paix sont signés entre la France, la République française, si je ne me trompe pas, et les États. Et le Reich allemand. Oui. Mais le Reich allemand n'existe pas encore. Voilà, c'est les États. Hein. Mais dans le traité des préliminaires de paix du 26 février 1870, il y a marqué que ces territoires sont cédés en toute propriété et en toute souveraineté au Reich allemand, qui n'existe pas encore. Ce n'est qu'en, par la Constitution du 16 avril 1870, qu'officiellement le Reich allemand existera. Hein? Le préambule de la Constitution de 1870, du 16 avril 1870, dit que cette fédération d'États qui a été constituée à l'époque s'appelle le Reich allemand. Le 10 mai 1871, on va signer le traité de Francfort entre la République française. Oui, les préliminaires, c'était le 26 février. 26 février, ouais, oui. Ouais. Et à effet rétroactif, on va dire, on valide ce qui a été fait le 26 février 1870. 71. 71, pardon, effectivement. Non. Donc, la Constitution du 16 avril 1871, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est le roi de Prusse qui est forcément l'empereur du Reich. Ça ne peut être que lui. Dans ce Reich, il y a la Bavière, il y a la Saxe, la Hesse, la Prusse, tous les États, le Mecklembourg, etc., etc. Mais seul le roi de Prusse peut être l'empereur. C'est la préséance, oui. Et c'est l'empereur qui a la faculté de signer les traités de paix, de conclure la guerre, de faire la guerre, etc., etc. Donc tout ça, c'est réservé au roi de Prusse. Avec son chancelier. Signé par le chancelier. Avec oui, Bismarck, oui. Et je ne sais plus si c'est le 12 ou le 11 octobre 1871, il y a la convention par laquelle
les communes de Raon-les-Laux sont cédées précisément au Reich, à l'Allemagne. Mais l'Allemagne n'existe pas. Ce n'est pas un État qui est reconnu par la communauté internationale. Seul le Reich existe. Et qui va signer cette convention? C'est la France. Mais la France n'existe pas. C'est la République française comme État. C'est la République française dans la mesure où on accepte que la République française s'est légalement constituée le 4 septembre 1870. Donc, dans ces conventions internationales, on utilise des noms qui n'ont absolument aucune valeur. Si je passe un contrat avec vous, il faut que dans mon contrat, il est marqué Jean-Luc Filzer, signataire. Voilà, et pas M. Tartampion, quoi. C'est pas possible, ça n'a absolument aucune valeur. Donc, cette convention du 11 ou 12 octobre 1871 n'a vraiment que peu de valeur au point de vue droit international public. Il n'a qu'une valeur de droit international privé. Parce que ces signataires, que sont les signataires français et les signataires allemands, représentent simplement une association de fait. C'est un groupement de personnes qui poursuit un objectif dans la durée, un objectif commun. C'est la définition plus ou moins de l'association de fait, aussi bien en France qu'en Allemagne. Je dirais dans le Reich. Le 10 décembre 1871, également, comme le prévoit le traité de Francfort dans son article 17, cet article 17 dit on pourra signer une convention qui réglera les points mineurs, les détails. Et à ce moment-là, on passe effectivement la convention additionnelle du 10 décembre 1871, qui là également, la France cède à l'Allemagne telle et telle parcelle, ou telle. Mais ça n'a absolument aucune valeur. Mais il est d'usage d'avoir le terme Allemagne dans les conventions internationales. Donc l'Alsace-Moselle, par cette convention additionnelle, est cédée à l'Allemagne. D'abord, le traité de Francfort dit que c'est au Reich, mais finalement la convention additionnelle du 11 décembre 1871 dit que les territoires ont été cédés à l'Allemagne. C'est le 12 octobre. Vous, c'est le 12 octobre, et l'autre, c'est le 10 décembre, si je ne me trompe pas. Exactement. Il y a toujours un problème de... Comme vous, hein. C'est toujours très complexe. Ouais. Donc, finalement, l'Alsace-Lorraine et les communes de Raon appartiennent à une association privée, qui est l'Allemagne. Là-dessus, il va y avoir la convention additionnelle d'octobre 1860, pour Raon-les-Laux, 12 octobre, oui, qui va confirmer effectivement que, on va rendre les communes de Raon-les-Laux à la France, mais finalement, on va se garder les parcelles. Il ne faut pas déconner non plus. Le meilleur. C'est l'intérêt stratégique. Hein. Oui, et c'est comme ça qu'on arrive effectivement à une convention entre privés de donner les parcelles forestières de Raon-les-Laux et Raon-sur-Plaine à des privés qui sont formés par les gouvernants allemands. Et c'est eux qui vont tirer bénéfice de tout ça. Entre-temps,
l'Alsace-Moselle ne va pas avoir de constitution. La loi, je crois que c'est la loi du 31 juillet 1871, dit l'Alsace va avoir la constitution du Reich allemand, celle du 16 avril 1871. Mais plus tard, il va y avoir un autre texte de loi qui va dire ben non, l'Alsace-Lorraine ne va pas avoir la constitution. Ce n'est que le 1er janvier 1874 que l'Alsace-Lorraine va avoir la constitution allemande, sera soumise à la constitution allemande. 3 ans après. 3 ans après. Ouais. Donc ça veut dire que de 1871 à 1874, l'Alsace-Lorraine va être régie par la constitution française. C'est un truc de fou. Et on comprend. C'est affolant. Et on comprend pourquoi on a du mal à sortir ce dossier qui est un imbroglio phénoménal. Les Allemands, je simplifie, je prends le terme allemand, se préparent à la guerre de 14-18. Et en 1899, le tsar de Russie invite tous les États européens à une convention de 1899 à La Haye pour qu'on définisse quels sont les véritables usages de la guerre. On ne peut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas déconner. On est quand même des gens civilisés. On n'a pas le droit d'utiliser le gaz, on n'a pas le droit de jeter des bombes de ballons style Led Zeppelin, etc. etc. On peut pas faire n'importe quoi. Qui va signer ces conventions de 1899 et de 1907, c'est l'Allemagne et la France. Mais la France n'existe pas et l'Allemagne n'existe pas. Et quand la guerre de 14-18 va commencer, ces conventions de La Haye ne seront pas opposables au Reich, puisqu'il ne les a pas signées. Et voilà qu'il peut faire ce qu'il veut. Il peut passer par la Belgique, un pays neutre, alors que les conventions de La Haye interdisent le passage par la Belgique, par un pays neutre. Ben non, ça ne lui est pas opposable. Si on commence à remuer ça, ça va faire des dégâts. Il faut dire que les déclarations de guerre, l'ouverture des hostilités, pour parler juste, va être faite exclusivement en 1914 par des déclarations d'état de guerre. L'empereur, l'espèce d'Autriche-Hongrie, c'est le gouvernement austro-hongrois qui va déclarer un état de guerre à la Serbie, alors qu'il appartient à l'empereur, de par la constitution autrichienne et hongroise, de déclarer la guerre à la Serbie. Non, ça va être le gouvernement qui déclare un état de guerre. Ce qu'il faut. Constitutionnellement, et puis on ne faut pas déclarer un état de guerre. Les Américains vont déclarer l'état de guerre au gouvernement allemand. En 17, non ? En 1917. Ouais. Et en 1918, il va y avoir l'armistice signé par l'Allemagne et le traité de Versailles signé par l'Allemagne et signé par la France, qui délègue des plénipotentiaires qui n'ont pas leur capacité. Les signataires du traité de Versailles français, par un artifice, par un montage, si vous voulez,
une présentation de texte, créer une illusion, de façon à ce que le lecteur soit orienté pour croire que ce sont ces signataires-là qui ont signé, qui avaient les pleins pouvoirs, alors qu'il faut se reporter en début de texte. Oui. Je l'ai décoté parce que dans mon métier, je fais attention à ça et j'ai été formé à dire attention quand il y a quelque chose qui se passe en bas, il faut aller quand même voir en haut, etc. Donc j'ai des réflexes, effectivement. Et donc les signataires n'ont pas les capacités pour signer. Dans ce traité de Versailles, ce traité de paix du 28 juin 1919, il y a une section 5 qui concerne l'Alsace-Lorraine. Alors, je ne sais pas si j'en ai parlé tout avant, mais le traité, je fais un bond en arrière, le traité de Francfort, des préliminaires de paix et du traité de Francfort, dit que les territoires sont cédés en toute propriété, en toute souveraineté et propriété. Et le traité de Versailles dit non, les territoires qui ont été cédés à l'époque par ces traités-là sont réintégrés dans la souveraineté française, mais pas dans la propriété. Et on a de nouveau cette espèce à ce moment-là de souveraineté et de supériorité territoriale. L'État germanique, je vais dire ça comme ça, reste gestionnaire en quelque sorte de l'Alsace-Lorraine. On a cette espèce de supériorité, souveraineté et supériorité territoriale qu'on avait à la sortie des guerres de 30 ans lors des traités de Westphalie, etc. On continue à garder ce schéma-là. Et le traité de Versailles du 28 juin 1919 est assorti d'un petit arrangement passé entre notamment la France et l'Allemagne, donc à nouveau deux organisations qui ne sont pas reconnues par la communauté internationale. Que dit cet arrangement? Que les juridictions civiles et criminelles resteront du ressort des tribunaux allemands et que l'administration restera également du ressort du gouvernement central de Berlin selon les lois allemandes. C'est fort. Et vous pouvez consulter, hein, et je vous donnerai tous les documents, j'ai absolument aucun souci, parce que plus c'est gros, plus je me dois de prouver quand même ce que je raconte. Donc le traité du 28 juin 1919, assorti donc de cette convention d'arrangement, est déjà passé par des organisations, des associations de fait, et on laisse la justice allemande opérer en Alsace et l'administration également opérer en allemande. À la sortie du traité de Versailles, il y avait encore 28% d'Allemands en Alsace. Mais ces Allemands, selon l'expression, occupaient toutes les avenues du pouvoir. Alors, je comprends bien qu'on ne peut pas, qu'il est sûrement très difficile de booster tous les Allemands hors d'Alsace-Lorraine, parce qu'on n'a plus de fonctionnaires, on n'a plus rien, il faut venir à ce moment-là des gens de Paris qui n'y comprennent rien, etc. Ça doit être un sac de nœuds, impossible, quelque chose d'impossible à gérer. Mais on a laissé effectivement, par cette situation-là, un maximum d'Allemands en Alsace, avec les postes à responsabilité. Mais qui étaient ces Allemands?
c'était réellement des aventuriers qui venaient de Prusse, de Bavière, etc., des gens qui venaient chercher fortune absolument sans scrupule. Et l'Alsace a été constituée à ce moment-là par des gens de cette nature-là. Il y a eu, selon moi, je dirais, une mutation démographique. C'est un peu comme les États-Unis, je dirais, qui a été colonisé par des Anglais, des aventuriers, des ultras, qui ne reculaient absolument devant aucune aventure pour faire fortune aux Amériques. Et c'est pour ça que les Américains sont un peu comme ça, parce que c'est dans leur nature, les pistolets et tout ce qu'on peut. Allez, voilà. L'Alsace, c'est à peu près la même chose. Donc, à la sortie de 1919, l'Alsace-Lorraine et les parcelles de Raon-l'Élo et de Raon-sur-Plaine restent du ressort des gouvernements allemands. L'arrangement dit bien que la justice est rendue par les tribunaux allemands. Et en 1933, qui va être le juge suprême, c'est Hitler. Vous comprenez que Hitler devient le juge en Alsace. Le chef. Le Führer. Et j'ai d'excellentes preuves à ce sujet. J'ai ressorti les lois budgétaires. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les étudier. Non. Les lois budgétaires de 1939 et de 1940 concernant la France, la République française, hein, excusez-moi, parfois je me trompe aussi, et l'Alsace, c'est les mêmes titres. Mais les lignes budgétaires françaises sont très complètes, et les lignes budgétaires pour l'Alsace-Moselle, alors que c'est le même texte, sont réduites. Elles sont quasiment réduites à un service d'Alsace-Lorraine qui dépend du cabinet du président du Conseil, qui est finalement un organisme gestionnaire pour le compte d'autrui, pour le compte de l'organisation allemande, en place en Alsace. Ça veut dire que tous les fonctionnaires pourraient être payés par la France, mais pour le compte de l'Allemagne. Sachant que je ne sais pas si nos impôts d'Alsace-Lorraine ne vont pas directement en Allemagne, puisque l'administration est encore sous le contrôle. C'est le régime allemand. Hein, c'est le régime allemand et géré par les Allemands. J'ai travaillé 30 ans là-bas. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que les dommages de guerre pour l'Alsace sont payés à l'Allemagne, à l'Alsace, donc aux Allemands. Oui. Les Allemands s'autopayent des dommages de guerre. C'est gênant quand même si on arrive à révéler tout ça. Ça dérange. C'est sûr que ça dérange. Et ça explique, je vous dis, les problèmes que rencontrent nos deux services juridiques. Là-haut. Il faut comprendre que le traité de Versailles n'a pas grande valeur. Donc. Il est passé entre deux organisations privées. Et dans le traité de Versailles, on crée l'État de Pologne. Qu'est-ce qu'il vaut? Rien. L'État de Pologne, il est toujours du ressort des Allemands. Et Hitler peut passer par la Pologne. Il peut prendre le couloir de Gdansk. Il est chez lui. Mais comme la France a passé un accord avec l'Allemagne, avec la Pologne, si l'Allemagne, le Reich plutôt,
rentre en guerre avec la Pologne, la pseudo-Pologne, la France doit secourir la Pologne. Et on va déclarer la guerre au Reich allemand. Là-dessus, le Reich allemand envahit l'Alsace. Maintenant, il n'envahit pas l'Alsace, il est chez lui. Il va y avoir un armistice, mais vous comprenez qu'il ne va pas y avoir de traité de paix en 1940. Parce que s'il y a un traité de paix, ça veut dire le Reich reprend l'Alsace-Lorraine. Oui. Or, il ne reprend pas. Donc, on n'a pas besoin de traité de paix. Là-dessus, la guerre se passe et De Gaulle, le gouvernement provisoire de la République française, édicte l'ordonnance du 9 août 1944 qui rétablit la légalité républicaine en France, sur le territoire continental, excepté l'Alsace-Lorraine. Je crois que c'est le dernier article 11 de l'ordonnance du 9 août 1944. Donc, l'Alsace-Lorraine n'est pas régie par cette ordonnance du 9 août 1944. On va attendre le 15 septembre 1944 pour éditer l'ordonnance qui va régir l'Alsace-Lorraine. Mais, la veille, De Gaulle rend une ordonnance, rend un décret qui dit qu'en mon absence, c'est Jules Jeannet qui a la faculté de signer les textes. Jules Jeannet, qui était le directeur du service Alsace-Lorraine en 1919, du gestionnaire pour le compte d'autrui de l'Allemagne. Donc il connaît bien le Schmilblick. C'est le père de Jean-Michel Jeannet. Jean-Noël. De Jean-Noël Jeannet, Oui, je Jean-Noël, pense oui, que c'est soit le grand-père, soit le père. Enfin, donc, il y a ce décret qui offre la possibilité à Jules Jeannet de signer, qui est ministre du gouvernement provisoire de la République française, en l'absence de Charles de Gaulle. Mais le 15 septembre, donc, Jules Jeannet signe l'ordonnance rétablissant la légalité républicaine en Alsace-Lorraine, mais De Gaulle n'est pas absent. Il est à Lyon. Et le 15 septembre, il est à Marseille, donc il est toujours sur le territoire français. Ce qui fait que cette ordonnance du 15 septembre 1944 est discutable, est assez douteuse. Mais je comprends De Gaulle, parce que révéler tout ça, ça va poser des problèmes. Je me mettrai à la place de De Gaulle, je ne sais pas comment je réagirais, est-ce que je soulève le lièvre ou pas? Je reviens nettement en arrière. Je vous ai parlé à un moment peut-être de la loi constitutionnelle du 31 mai 1911 qui régit les dispositions en Alsace-Moselle. Et dans cette constitution-là, dans cette loi constitutionnelle, il y a marqué que le seul journal officiel en vigueur en Alsace-Moselle, c'est le Gesetzblatt für Elsass-Lothringen. Et que la langue en vigueur en Alsace, c'est l'allemand. Et que seule une loi du Reich peut modifier cette loi constitutionnelle pour l'Alsace-Lorraine.
lorsqu'en 1919 on signera le traité de Versailles, on ne fera pas paraître le traité de Versailles au Gesetzblatt für Elsass-Lothringen en Alsace-Lorraine. Donc les Alsaciens ne sont pas au courant du traité de Versailles. Comme l'administration, du fait de l'arrangement, est toujours aux mains du pouvoir central allemand, normalement, il faudrait publier également tous les textes allemands, tous les textes français en allemand, et au Gesetzblatt für Elsass-Lothringen. Donc toutes les lois, tout ce qui concerne l'Alsace-Moselle n'a aucune valeur puisque on ne respecte pas la Constitution en vigueur. Hein? L'ordonnance de rétablissement de la légalité républicaine en Alsace-Moselle ne paraîtra pas au journal officiel, au Gesetzblatt für Elsass-Lothringen. Et on est toujours, aujourd'hui, sous ce régime du Gauleiter Wagner, oui. Parce que ça n'a jamais été publié. Le Gauleiter Wagner, lui, a utilisé une loi du Reich pour dire, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le Gesetzblatt für Elsass-Lothringen qui est valable, mais c'est le Verordnungsblatt du Gauleiter Wagner qui est valable. Et on ne respectera pas ça jusqu'à aujourd'hui. Donc on est dans un imbroglio perpétuel qu'on ne peut pas dénoncer. À ne rien y comprendre. Et si on veut y chercher comprendre, ça fait un sacré boom. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas. Le service juridique. Ça sort pas, ça ne peut pas sortir. Patauge et piétine, c'est sûr, c'est sûr. Hein, le dernier entretien que j'avais eu avec Jean-François Husson, hein, Étienne, tu sais, service juridique et tout, il travaille énormément sur ton dossier, mais il est beaucoup plus complexe que prévu. Voilà. Ça ne peut pas sortir. Les paroles. Ça ne peut pas sortir. Idem pour les maires de France. Ça peut sortir uniquement, pas par la voie juridique, mais par la diffusion de l'énormité. C'est tout. Ouais. Dénoncer. Voilà. C'est compliqué tout ça. Alors, c'est compliqué. Autre paradoxe, c'est que la France a ratifié le traité de Versailles par le décret du 10 janvier 1920. Ça fait un temps quand même. Mais, entre-temps, avant le 10 janvier 1920, la France a pondu une loi du 17 octobre 1919, alors que le traité n'est pas encore ratifié. Et cette loi du 17 octobre 1919 dit précisément que seule une loi spéciale pour l'Alsace-Lorraine peut introduire des lois. Donc une loi budgétaire de 1920 doit être introduite spécialement pour l'Alsace-Moselle. Il faut dire, loi spéciale pour l'Alsace-Moselle, le budget de 1920 et ceci et cela, ce qui ne sera jamais fait. Il n'y aura jamais de loi spécifique qui dira « Nous avons la Convention en Alsace-Moselle, la Convention européenne des droits de l'homme. » Nous n'avons pas les dispositions concernant les lanceurs d'alerte. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les dispositions concernant la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Nous n'avons pas la loi qui régit les relations du citoyen avec son administration, etc., etc. Parce qu'il n'y a jamais eu de loi spécifique qui dit
que c'est applicable en Alsace-Moselle. C'est colossal. Il n'y a que, effectivement, le fait de dénoncer tout ça, et bien évidemment, lorsqu'on sait, par exemple, que notre président de la République a tous ses comptes auprès du Crédit Mutuel, on y revient, que la HATVP n'a pas le moyen de vérifier quoi que ce soit, que le parquet financier n'a pas de valeur en Alsace-Moselle non plus, n'a pas de pouvoir, on comprend pourquoi on peut placer ses comptes auprès du Crédit Mutuel. On s'interroge aussi pourquoi l'École nationale d'administration, l'ENA, a été placée à Strasbourg. N'oublions pas que Mitterrand portait la Francisque. Donc, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Alors, le droit d'Alsace-Moselle est quelque chose de particulièrement pervers. Et je vais vous donner un exemple, et c'est un peu ce que j'écrivais dans ce texte-là, non, dans un autre texte que je n'ai pas édité. L'article 56 du traité de Versailles, qui n'a pas grande valeur, dit que les territoires, les biens immobiliers, etc., les biens qui ont été transférés au Reich en 1871, sont réintégrés dans la propriété française. Donc c'est bien le traité de Versailles qui constitue l'acte de propriété français. Mais ainsi devrait être rétrocédé à la France le Haut-Königsbourg, qui appartenait au Kaiser Wilhelm. À Guillaume II, donné par Célestin. Tout à fait. En signe de loyale soumission. Voilà. Je vois que nous avons les mêmes. Donc, là-dessus, il y a eu les lois qui ont été mises en place par Robert Schuman. Et que dit l'article 42 de la loi de 1924 qui régit les lois alsaciennes? Elle dit que tout acte de transfert de propriété qui n'est pas passé entre vifs doit passer devant un notaire dans les 6 mois. Mais c'est la loi de 1924. Comme le traité, l'acte de propriété date de 1919, il n'a pas été fait dans les 6 mois. Donc, le château de Königsbourg reste toujours dans la propriété allemande. Comme les parcelles de Raon-les-Laux. Voilà. On est dans un imbroglio total, conçu volontairement par Robert Schuman, avec vraiment un droit pervers. Cet article 42 de la loi de 24, la loi civile de 24, le démontre. Il y a beaucoup d'autres choses. Et ce droit local est appelé à s'imposer dans toute l'Europe aujourd'hui. Parce que vous avez un mécanisme européen qui s'appelle l'European Cross-Border Mechanism, qui veut que un pays voisin, le Bade-Wurtemberg par exemple, peut se servir du droit de l'État voisin, l'Alsace, et l'utiliser et en faire sienne. Et de fil en aiguille, ça peut se reproduire en Hongrie, etc., etc. Donc, ce droit local, je vous ai donné
un document, un petit fascicule, monsieur maire, Oui. en arrivant, je vous ai donné, ou peut-être toi, Ah non, je tu crois l'as. pas, hein. Si, il est juste en dessous là. Pardon? Mais ça fait rien, je l'ai là. Ah Je ça, l'ai oui, là. pardon. Oui, oui, oui. Oui, ceci, oui. Et vous voyez que le droit local, Ah oui. Alsace-Moselle. 2 ans, va concerner Ah ouais. toute l'Europe. Ouais, notaire d'Alsace-Moselle, oui, le droit local. Notaire. Alors, on... Pardon, et voilà l'article paru dans les DNA il y a quelques jours, qui est intéressant. Oh, j'ai oublié. En photo. Ah bah oui, mais je n'aurais pas. Oui, 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 Non, non, mais c'est pour chez messieurs dames. parce que je fais passer. Nous, on connaît, mais Oui. Mais, et alors, les juristes la- fêtent le centenaire du droit local. Voilà. je Il y a eu un vous séminaire. raconte pas les... Comment dire sous la communication, j'y vais dire, Je subliminale, vais le lire. qu'il peut y avoir, c'est incroyable. Ouais, c'est là que ça coince. C'est là que ça coince là-haut. Puis ça fait longtemps que ça dure. hein, Ça c'est fait pas- longtemps que ça C'est dure, pas d'aujourd'hui. Hein. et Et Mais au lieu de pour nous avoir- dire clairement, les deux services juridiques en question, je m'excuse, je vous interromps, mais, pourquoi les services juridiques du Sénat et le service juridique des maires ne disent pas, monsieur, il y a un problème, le voilà, droit local. ils ne peuvent pas. Voilà. Hein, et pourquoi ils ne le disent pas? Parce que, comme vous venez de le dire tout à l'heure, il y a des choses, il ne faut pas y toucher. Oui. Point. Il faut Alors là, savoir c'est- qu'il C'est n'est plus le problème enseigné. des forêts de Rang-sur-Plaine et de Bon, Rang-les-Laux, moi, là. j'ai dénoncé la chose. C'est un problème et beaucoup plus récemment, ils ont instauré une formation en droit local Ouais. pour 12 personnes. Ouais. Hein, l'université de Strasbourg. Ça Ah, n'existait d'ailleurs, pas. c'est clair là-dedans. Hein. C'est très clair dans cet article. Hein. Voilà. Le droit local est la sédimentation de plusieurs strates de textes juridiques. On y trouve des lois françaises d'avant Je 70. comprends pas parce que Mais aussi- moi j'étais au conseil. Hein. Excuse-moi. Oui, non, je t'en prie. oui. J'étais au conseil, on avait une subvention de 800 francs au moment-là pour les forêts. Non, Et du jour au lendemain, ils nous ont supprimé. non, non, c'est pas ça la vérité, Dédé. La vérité, je l'ai exposée tout à l'heure. Hein. Depuis 1919, les maires de Rang-les-Laux et de Rang-sur-Plaine dénoncent cette spoliation, cette perte de revenus, etc. Et ont des difficultés budgétaires. Rang-les-Laux beaucoup plus encore que Rang-sur-Plaine, qui a toujours réussi à peu près à boucler. À Rang-les-Laux, très régulièrement, mais bien avant Annie, bien avant Vice, Oui, etc. bah, de temps en Hein, temps. il y avait des budgets, il restait du rouge. Or, tu n'as pas le droit dans une commune de présenter un budget en déficit. Voilà. Hein, ou alors tu es mis sous tutelle par l'État, et ensuite on te raccroche à une commune voisine. Oui, oui, Bon. tutelle, oui. Alors, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Ben, le maire, quand il était au pied du préfet, ah ben oui monsieur, j'ai pas bouclé. Il disait, ben aidez-moi s'il vous plaît. Hein. Vous voyez, il ne manque pas grand-chose. Hein, il manque 2%, 5%. Hein. Et là, le préfet Ah, ben d'accord. déclenchait une subvention. C'était au coup par coup, c'était pas tous les ans, c'était pas une subvention d'indemnisation des forêts, hein, c'était une aide. Oui, ben moi j'ai toujours entendu Non, non, ça, mais, ouais, non d'accord, hein. mais tu sais, il se raconte tellement de choses, Dédé. Hein. Il se raconte tellement de choses. Hein. Regarde, en Alsace, il raconte que l'affaire a été réglée parce que les communes ont été indemnisées. Point. Or, il se base juste, Ben voilà, c'est ça, juste voilà, sur ce ouais, que je ouais. viens de te dire. Mais il ne faut pas écouter tout ce qui se Ah, raconte à droite et à gauche. J'ai été il y a 2-3 ans à Raon-sur-Plaine. Oui, Et j'ai été frappé par le blason qui est au-dessus de la mairie. oui. RF. Voilà l'auteur. Hein. RF. Et je me suis dit, RF, République française. Oui, J'ai gardé ça ce blason en moi, oui, je l'ai rangé dans une de mes cases, oui. jusqu'à ce que j'ai compris que le véritable nom de l'État français, c'est République française. Oui. Ton Dieu, Raon-sur-Plaine, RF. Oui. En lettres d'or, etc. etc. Et je me suis dit, ils ont juste, c'est juste ce qu'ils ont fait, de mettre ce blason avec RF dessus. Ils sont dans la vérité. Nous ne sommes pas la France, nous sommes la République française. Ah oui. La Bundesrepublik Deutschland,
non, je vais procéder autrement. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe, en 1973, a clairement dit que le Reich existait toujours. Il n'y a aucune discussion possible. Et ils ont juste. Mais que le Reich allemand n'avait pas les possibilités d'exercer. Ben si, il a la possibilité d'exercer en Alsace, Moselle. Oui. Parce que les bâtiments, j'ai fait une étude là-dessus, sont encore au nom du Reich. Ah, dis donc. Je ne sais pas si vous connaissez le palais du Rhin à Strasbourg, sur la place de la République, Ah ouais, sur la place de la République, oui. est encore au nom du Reich. La place de la République à Strasbourg est sous-titrée en Kaiserplatz. Vous pouvez pas. Vous pouvez mettre effectivement Kaiserplatz, mais dire Kaiserplatz de 1870, mettre des dates en dessous, 1870 à 1918. Le Reich a des grands risques de renaître en Alsace. Ça ne me gêne pas, mais ça dépend ce qu'il y a dedans. L'important, c'est pas la boîte, c'est le contenu. De toute façon, en Alsace, ils ont le régime allemand. Hein. Alors, Non. Ah, si, hein, il y a beaucoup de trucs. Non, Hein. écoute, cet article il est très bien fait. Hein, ces éminents juristes célèbrent le centenaire des deux lois du 1er janvier 1924, dites introductives, qui après 6 années de négociations, succédant à 48 années d'annexion, sont venus introduire en Alsace-Moselle la législation française. Toute la législation, non. Ces lois disent, pour faire simple, que la législation française civile et commerciale s'applique à nouveau dans ces territoires, à l'exception d'un certain nombre de domaines où sont maintenues les règles en place, ce qu'on appelle le droit local. Ces deux lois sont donc venues pérenniser le droit local il y a 100 ans. Voilà. Pourquoi des jours fériés, c'est les mêmes qu'en Allemagne? oui, mais ça, vous savez, tout régime dictatorial, au début, attribue généreusement certains avantages au peuple. Et au fur et à mesure, on presse le citron et on arrive à ça. Mais on a plus ou moins ces 2 jours de congé supplémentaires pour le recueillement, pour aller à l'église. C'est uniquement pour ça. Mais aujourd'hui, il y a de moins en moins de pratiquants. Ouais, c'est ça. Moi, je suis content d'avoir ces 2 lois, ces 2 jours de congé. Ah ben moi aussi, je Les gens se battent pour ça. Hein. Je vais dire pourquoi je ne vais pas me recueillir, je ne suis pas croyant, Bah, je vais moi le dire non comme plus, ça. moi, oui. Mais comme mes enfants, il y en a un qui habite en Bretagne, il y en a un autre qui habite ici et c'est là, on se voit rarement, et on en profite effectivement pour se rencontrer durant ces jours de... C'est des journées familiales, Oui, oui. hein, c'est bien. Mais on fait miroiter aux gens Oui. énormément d'avantages, Oui. alors que c'est totalement faux. Ben, il y en a. La Je sécu, suis... il y a des avantages quand même. Non, Bah, il travaille en Alsace. Hein. mais ça fait rien. Lui aussi. Mais Pour ça fait les rien. retraites, on a Aborder des le plus grosses problème. retraites que dans les Vosges et Ils y dans notre tiennent. Moselle. Hein. Le régime local d'assurance maladie, c'est... On cotise Oui, plus. mais on paye moins, Pardon on cotise moins. On cotise moins. Hein. En plus. Vous cotisez plus. Hein On cotise plus. Non, mais pas l'usine, moi je cotisais pas Mais grand si, chose. tu cotisais plus. C'est l'usine Il y a qui le payait. patron. Bah oui, c'est le patron. Mais attention, je vous fais juste la démonstration. Ça, Je vous Vous fais me la le donnez. démonstration comme quoi c'est du aujourd'hui, flan. je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire. Comme vous dites justement, on cotise plus. Le régime local d'assurance maladie, c'est une mutuelle complémentaire obligatoire. Ouais, ouais, ouais. Rien de plus. Là, en tant qu'assureur, je peux dire que c'est excellent, parce que l'esprit mutualiste est total. Ceux qui sont en bonne santé payent pour ceux
qui ont des problèmes dentaires, qui sont malades, etc., oui. etc. Il y a un taux unique. Alors que dans un autre système, lorsque vous avez des surprimes, lorsque vous êtes en mauvaise santé. Donc, au point de vue mutualiste, oui, je dis que c'est excellent. Mais on paye plus cher, comme il dit, il a raison. Par contre, les fonds ne sont pas gérés exactement de la même façon qu'en France. Voilà, c'est ça. Parce qu'en Alsace, la sécurité sociale, j'ai entendu dire, elle était en excellent. C'est faux. C'est faux, alors vous voyez C'est bien, faux. il y en a qui racontent des conneries. Parce que quand c'est déficitaire, on augmente le taux de cotisation. Bah oui. Automatiquement, la mutuelle ne peut être qu'excédentaire. Et il faut qu'elle soit excédentaire. Parce que s'il y avait... Il faut savoir où est placé l'argent. Ben voilà. Crédit mutuel. Vous avez raison. C'est les mutuelles. Et les crédits mutuels placent ça sur des fonds qui a la Royal Bank of Scotland. Et le clergé aussi. Oui, Oui. c'est tout un système. Et donc j'arrive mieux à comprendre pourquoi maintenant toutes les sociétés s'installent en Alsace et qu'ils arrivent à s'asseoir sur toutes les lois qu'on met en place pour pouvoir prendre du terrain, construire et s'asseoir sur tout Le ce régime qu'on met, des associations, c'est un scandale. Je comprends mieux maintenant. Parce que, moi, en tant qu'élu, il y a des fois, je me pose des questions. Je voudrais monter une usine comme ils montent en Alsace, Oui. de côté de Grand Fontaine. Non, Sainte-Marie-aux-Mines. Ah, ça fait oui, oui. Tout le long de la route et tout. Tu voudrais faire ça en Meurthe-et-Moselle, tu te fais allumer par tout le monde, t'es mort. Et- Mais on a une véritable mafia, hein. Mafia en Alsace. Tout à fait. Vous ne pouvez pas vous imaginer les magistrats, tout ça. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que les clauses de l'arrangement sont toujours en vigueur, hein, qui disent que la justice est rendue par les tribunaux allemands, quoi. Mais en apparence, ce sont des fonctionnaires français. Mais on est en plein emploi fictif. Je comprends mieux maintenant. Par qui est gérée la Sécu en Alsace? Alors, Les fonds, les capitaux, la Sécu... qui sont, Alors, qui gèrent? juste un petit rappel. Oui. Nous avons le régime général en Alsace. Pour faire simple, on va rembourser jusqu'à 70%, Ouais. comme dans chez- les autres départements de France. Oui. Et nous avons un régime local qui rembourse de 71 à 90%. Je fais simple, hein. Oui. Vous comprendrez qu'un acte, une consultation chez un médecin local, que ce soit pour le régime local ou le régime général, c'est le même traitement. C'est-à-dire, c'est un remboursement de frais, et ces frais sont identiques pour le régime local que pour le régime général. Oui. Donc c'est le régime général qui va gérer le régime local. Il suffit d'un ordinateur. Et dire à cet ordinateur, tu vas rembourser 20% de plus. Il n'y a aucun salarié au régime local. C'est fictif. C'est juste un ordinateur. Les comptes du régime local, la comptabilité externe est placée au Crédit Mutuel. Il n'y a personne, il n'y a aucun salarié. J'ai fait une étude là-dessus. Aucun salarié, rien, zéro. Donc, vous pouvez effectivement, vous n'avez pas de frais de fonctionnement. Vous pouvez effectivement être plus compétitif que votre régime général. Le fric, il est placé à la Royal Bank of Scotland. Voilà, c'est ça que je voulais vous entendre dire. Il a été impossible de le récupérer. Alors, l'étude que j'ai faite, c'est en 2021, si je ne me trompe pas. Quand j'ai demandé les comptes, etc., on m'a dit non, vous n'aurez pas. Je dis attention. Et le code qui régit les relations
du citoyen avec son administration, vous en faites quoi? Pas de réponse. Vous en faites quoi? Pas de réponse. Vous en faites quoi? Pas de réponse. Il est à la Bank of Scotland, alors qu'auparavant j'avais réussi à me procurer des rapports de l'agent comptable, où justement il disait que on va avoir des difficultés pour récupérer les 380 millions qui ont été placés à la Royal Bank of Scotland. En Écosse. En Écosse. Royal Bank of Scotland, c'est la famille royale qui détient 68% des parts, quand même. Ouais. Merci le Kaiser Wilhelm. C'est des familles. Ben, ils étaient parents. Hein. Ah ben oui. Ils étaient tous parents. Les monarchies européennes. Donc, alors, ça demande, je dirais, une enquête approfondie